Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Jolly Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolly Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse, avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Jolly Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Jolly Bump, rendez-vous sur notre site internet jollybump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 € vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne. Bonjour Anne. Bonjour Marie. Donc Anne, tu es la fondatrice de Blanc Crème et tu es maman de 3 enfants, Baptiste, Rose et Jean, dont tu vas nous parler. Donc est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu plus ? Bien sûr, donc je suis, tu l'as dit, Anne Fuentes. Je suis une maman, une épouse et une jeune chef d'entreprise. Donc je suis mariée avec Julien. Nous avons eu ensemble 3 enfants. Donc Baptiste a 5 ans et demi, Rose et Jean qui sont donc des jumeaux 3 ans et demi. Voilà mes 3 amours d'enfants. Et puis je suis donc depuis quelques mois à la tête de Blanc Crème que j'ai fondé, qui est un showroom de robes de mariée où je fais une sélection exclusive dans le monde entier de robes de mariée, d'accessoires pour les femmes qui ont envie de se marier en étant elles-mêmes sans suivre forcément les images qu'on a dans les films ou ancrées en nous depuis l'enfance sur des robes très très volumineuses, très meringues, très romantiques. Voilà, on va dire que moi j'ai pris le contre-pied de ça et j'ai vraiment écouté mes envies et celles des femmes d'aujourd'hui pour leur mariage. Très bien. Donc voilà un petit peu qui je suis. Le tout après une carrière assez longue dans le marketing dont tu vas nous parler parce que effectivement on va beaucoup parler de quelque chose qui te concerne depuis toujours, qui est l'équilibre vie pro vie perso et voilà, ton cas est vachement intéressant et assez éclairant sur ce sujet. Écoute, voilà. C'est vrai, je dis jeune chef d'entreprise mais j'ai 38 ans puisque j'ai passé une première partie de vie professionnelle dans une très très grosse entreprise pharmaceutique. Oui, parce que Anne est pharmacien, je précise. Exactement. Voilà, tu as raison. Oui, c'est vrai. J'ai fait des études de pharmacie pendant 6 ans à Marseille, suivi d'une école de commerce qui s'appelle le SCP à Paris. Et donc, j'ai un parcours complètement business, marketing, commercial. Le côté pharma, finalement, et c'est une base que j'ai en moi, mais qui s'exprime plus sur le côté rigueur, anticipation, coordination, voilà, très organisé, très, très mathématique, peut-être très carré. Et donc, ces 15 ans de vie que j'ai passés avant, d'un point de vue professionnel, m'ont beaucoup construite et beaucoup aidée à prendre la décision de monter ma propre entreprise à 38 ans. Et je pense qu'on en reparlera. C'était toujours cette recherche d'équilibre pour moi, mon bien-être, ma famille. Et voilà, c'était très, très important pour moi, malgré ces 15 ans de bonheur dans cette entreprise, de changer de vie, en fait. Tout à fait. Ben, on va en parler. Donc, pour commencer, en fait, j'aime toujours poser cette question rituelle dans le nouveau chapitre pour comprendre un petit peu le contexte. Comment tu as appréhendé ton rôle de maman ? Est-ce que ça a toujours été un souhait pour toi ? Tu as toujours eu envie d'avoir des enfants ? Comment ça s'est passé ? Écoute, moi, j'ai toujours eu envie et su, c'est un peu naïf, mais su que j'aurais des enfants, en tout cas une grande famille. C'est quelque chose de très naturel. J'ai toujours vu ça autour de moi, ma mère, mes tantes, et un peu pareil pour mon mari. Donc c'est vrai que ce rôle de maman, il est venu naturellement. J'étais très attachée à rencontrer le grand homme de ma vie, à passer du temps avec lui, à pouvoir se marier, et après le mariage, à profiter à fond de nous deux. Ouais. Ça, je dois être sur ce coup-là un peu romantique, mais j'avais très très envie de ça. Et après, c'est imposé, voilà, sans trop en discuter, le fait de commencer à fonder notre famille, à avoir des enfants, mais c'était vraiment ancré en moi, c'était quelque chose de naturel, je ne me suis jamais posé la question. Donc c'était pas un hasard, c'était quelque chose que
je savais que j'avais envie depuis toujours de fonder ma famille et voilà, et d'avoir plein d'enfants. Et du coup, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble oh là là, ça faisait peut-être 5 ans qu'on était ensemble quand on a commencé à avoir des enfants. Ouais. Et voilà, c'était nécessaire de poser des fondations d'un homme avec une femme et d'être très très ancré dans notre couple, dans notre relation à deux, avant de créer d'autres choses, quoi. Tout à fait. Voilà. Ouais. Et on va y revenir, c'est vrai que c'est important. Ouais, c'est vrai que là, en plus, c'était, voilà, on va en redire, mes 3 enfants, c'est cataclysmique, voilà, pour le couple. Donc, je trouve que nous, notre choix de créer vraiment quelque chose de fort et vraiment, je le redis, de 2 personnes qui s'aiment et qui fondent ensemble quelque chose de relationnel au-delà d'avoir des enfants était très important à mes yeux. D'accord. Voilà. Et donc alors du coup, donc t'as 3 enfants, t'as Baptiste et ensuite des jumeaux. Donc oui. alors comment sont passées tes grossesses, comment c'est arrivé pour Baptiste, comment tu as géré et alors, après tu nous parleras pour Rose et Jean. Oui, alors forcément elles sont très 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 différentes. De porter un enfant et puis après 2 d'un coup. Donc ça c'est forcément déjà de base très différent. Baptiste, c'était une grossesse très très facile. J'étais à cette époque-là, j'habitais à Paris, donc j'ai été suivie à Port-Royal. J'ai accouché à Port-Royal à Paris. Et puis j'avais pas mes règles, donc je découvre que je suis enceinte. Tout ça est très classique. J'ai quelques nausées, mais rien du tout. Je me sens au contraire très très en forme, très très femme. À cette époque-là, on me propose de prendre la direction d'un département marketing, donc tout me sourit. C'est la période bénie, quoi. C'est-à-dire que dans mon entreprise, je suis très très installée, je suis reconnue, je viens de passer 1 an à Milan en tant que chef de produit Europe. Honnêtement, pour moi, l'arrivée de Baptiste était le nuage parfait de ma vie parfaite à Paris, que je croyais parfaite. Et après, je faisais partie de ces futures mamans qui ont eu besoin de tout voir, tout lire et tout savoir. Quand on m'a annoncé donc, que j'étais enceinte, j'ai fait la première échographie, j'ai attendu un peu, on nous dit toujours qu'il faut attendre, et je débarque à la Fnac et je remplis mon caddie de tous les bouquins du rayon maman, grossesse, nutrition. Donc ça, je pense, c'est le background pharma. Tu vas nous donner un peu de bibliographie. Voilà, j'ai vraiment fait grosse biblio et je pense que vraiment j'ai tout lu sur la grossesse et les premiers pas de maman. J'ai bien lu que l'enfant est déjà là alors qu'il est dans le ventre. J'étais très attachée à ça. J'étais très attachée à suivre les cours avec la sage-femme, conseillée par le service de gynéco du Port-Royal. Donc voilà, vraiment là, j'étais la future maman qui veut tout voir, tout lire, tout savoir, sans changer ma vie. Donc j'avais ce super poste, sans changer ma vie, ni mes habitudes. Je mangeais bien. Bon, bien sûr, je fume pas, je bois pas, mais j'étais très très bien dans cette première grossesse. D'accord. Vraiment. Et après, tout s'est bien passé, Oui, non, j'ai eu beaucoup de chance là aussi. Je te dis, pareil, je perds les os, je crois, un après-midi à Paris. Donc, on va à la maternité. Le travail n'avait pas commencé, donc je suis suivie pendant 3-4 jours. Et puis, on prend la décision de me déclencher. Donc, c'est pas le meilleur souvenir que j'en ai. Oui. Le déclenchement par système hormonal et voilà, il faut le dire, très douloureux. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très douloureux. J'étais même gênée que mon mari puisse voir à quel point j'avais mal. Et après, une fois que la péridurale est posée, honnêtement, j'arrêtais pas d'appuyer sur le bouton comme toutes les mamans. Enfin, vas-y, appuie. On peut pas toujours gérer ça. C'est bien que des fois, ils le laissent. C'était top. Ils m'ont laissé le bouton à disposition. Et voilà, le souvenir que j'en ai, c'est que c'était assez long. Une fois la douleur passée, c'était très long. J'étais entre somnolence et excitation de pouvoir voir mon bébé qui arrive. Et puis, il est arrivé à 23h et quelques. Je me souviens que Julien me dit « Je meurs de faim » et une infirmière lui a commandé à manger dans la salle de naissance. Donc, c'était très rigolo. Et voilà, Baptiste est arrivé par accouchement par voie basse. Bon, avec épisiotomie, mais ça, on va dire que c'est rien du tout. Et en tout cas, pour moi, c'était vraiment une toute petite épisiotomie, donc pas grand-chose. Et bonheur ultime de voir pour la première fois... de sentir cet enfant qui passe entre mes jambes et c'est un truc que j'oublierai jamais et de
Ça fait un peu bizarre quand même de voir ce truc. Oui, bah oui. Voilà, dans sa couleur un peu violet, avec un peu des trucs dessus, mais c'était normal et naturel et juste génial, quoi. Et tu t'es sentie maman tout de suite ou Tout de suite. Ah ouais, c'est vrai, tout de suite. Ouais, moi je fais partie de ces personnes-là où on m'a posé Baptiste sur la poitrine. Et tout de suite, je me suis dit, oh là là, j'ai quelqu'un dont je vais m'occuper toute ma vie, où je vais devoir être une meilleure personne toute ma vie. Et c'est un espèce de vague d'amour qui est indescriptible. Et souvent, j'envie ces personnes qui n'ont pas encore ça et qui vont accoucher. C'est tellement une vague d'amour. Tu peux pas mettre des mots, quoi. Ouais, c'est génial. Génial. Et tout de suite, j'ai eu ce sentiment d'être une maman. Tout de suite. Voilà. Et alors après, donc du coup, comment t'as fait pour gérer ? Parce qu'en fait, du coup, ce qui est particulier dans ton cas, c'est que t'es partie en congé mat, on t'a promu en fait pendant ton congé maternité, c'est ça ? En fait, on m'a proposé de rentrer de Milan pour prendre un poste de direction marketing, chef de groupe marketing dans ma boîte. Et je savais que j'étais enceinte, mais je voulais pas encore le dire. Donc c'était le début. Donc je gagne un peu de temps en leur disant qu'il faut que je réfléchisse, alors c'était tout réfléchi. Et puis finalement, je parle avec mon manager de l'époque en lui disant, écoute, moi je suis très très intéressée pour le poste, mais je pense que vous allez être beaucoup moins quand je vais t'annoncer que je suis enceinte. Ouais. Et au contraire, la réaction que je redoutais ne s'est pas produite. Au contraire, pour eux, c'était même pas une question en fait. C'est incroyable. Ouais, c'était génial. C'est rare. C'est très rare. Donc c'est vrai que je le dis et c'était vraiment. C'est peut-être pour ça que j'ai eu une grossesse aussi heureuse, épanouie et peut-être facilitée. Oui, bien sûr. Parce que pour eux, on m'avait proposé le poste, bien évidemment pour mes compétences, pour ma capacité à être et un leader, et un manager, et un visionnaire, en même temps en étant hyper ancré dans la réalité opérationnelle d'une entreprise. Ouais. Donc, on m'a proposé ce poste pour ça, en fait. Oui. Et le fait que je sois enceinte, c'était juste, c'est génial, c'est pour toi, c'est ton côté personnel, et on va s'organiser. Et finalement, c'est très, très court, un congé mat, finalement. C'est 4 mois, donc c'est presque un exercice budgétaire à l'échelle d'une entreprise. Donc, c'était vraiment rien pour eux, donc ça c'était chouette. Et après, moi, pour cette grossesse-là, j'avais pas émis le souhait qu'on mette un manager remplaçant, parce que comme j'étais pas encore installée avec les équipes, je trouvais ça bizarre que je prenne l'équipe, que je parte très vite en congé mat, que quelqu'un d'autre vienne en mettant peut-être une autre façon de travailler, d'organiser l'équipe. Donc on avait convenu avec le directeur d'unité qu'il prendrait lui en direct certains gros projets et l'équipe en mon absence, et j'étais finalement très présente et j'ai eu envie d'être très présente. J'ai eu envie pendant mon congé mat je le dis parce que c'est vraiment mon choix, j'en avais besoin, j'étais bien. Et puis, en fait, les gens n'en abusent pas du tout. Oui. Donc, j'avais tout le temps mon porte-bébé, j'étais dans Paris, je profitais, je flânais, j'allaitais, mais j'étais dispo, je regardais de temps en temps, peut-être tous les 2 jours, s'il y avait un mail ou un besoin. Donc voilà, j'étais là, en pointillé, mais j'étais là. Et puis, quand je suis revenue, comme ça, c'est passé tout seul, en fait. Je suis revenue un petit peu avant Noël. Oui, t'as pas eu l'impression d'être allée sur notre planète et de revenir... Non, je suis revenue un peu avant Noël pour faire les évaluations de fin d'année d'équipe. Je suis repartie pour Noël 15 jours, et c'était bien comme ça. Et après, en janvier, je suis revenue, j'étais au taquet. Mais j'ai eu vraiment envie pour cette grossesse qui s'était bien passée, d'être présente et de prendre uniquement les 2 mois et demi après la naissance de Baptiste. Donc je suis revenue, il était tout petit. Et alors, t'avais comment du coup ? Il était en crèche ? T'avais une nounou ? Non, il était en assistante maternelle, qui est pour moi un système, je trouve, un peu entre les deux en fait. J'avais pas envie que quelqu'un vienne chez moi et de laisser mon fils en pyjama le matin. Tenez, je vous délègue tout. J'avais vraiment envie de me lever avec lui, de l'habiller, d'instaurer ça, comme une routine maman-enfant ou papa-enfant. J'avais vraiment envie de ça. On l'emmenait chez quelqu'un, la rue d'à côté de chez nous. Il était avec 2 autres enfants. Donc ça, c'était un peu le début du côté socialisation pour lui. En tout cas pour nous, on trouvait ça mieux qu'une crèche. Et la crèche, on n'a pas fait la demande. Et puis je sais pas si on aurait eu une place, mais c'était pas ce que je voulais à l'époque pour lui. D'accord. C'était différent pour les jumeaux après, mais pour Baptiste, c'était pas ce que j'avais en tête. Et donc pour toi, ça va, ça s'est bien passé ? Génial. Génial. Alors l'adaptation, je fais moins la maline, c'était très compliqué. Le moment où l'assistante maternelle me dit « Vous me le laissez 1 heure, vous revenez »,
Ah d'accord, c'est vrai. Je pleurais dans la rue, j'étais un zombie. Je suis allée boire un café, je regardais chaque minute pour aller le récupérer. Et puis après, ça va. Et en fait, quand ils sont tout petits, pour les assistantes maternelles, en fait, elle m'a dit, mais pour nous, c'est hyper facile, quoi. Oui, apparemment, c'est plus facile qu'à 8 mois, quoi. Ouais. Voilà, donc pour Baptiste, pour lui, du moment qu'il avait de l'amour à manger et qu'il était changé et que c'était calme autour de lui, ça allait très bien, quoi. Et du coup, t'as arrêté de l'allaiter aussi en même temps ou J'ai arrêté de l'allaiter, j'ai un peu tiré mon lait, mais ça s'est arrêté très vite en fait. C'est marrant, pour mes 3 enfants, j'ai allaité 3 mois et ça s'est arrêté naturellement assez vite. Je redoutais le côté, il va falloir prendre des médicaments pour arrêter la montée de lait. Tu vois, j'avais lu plein de trucs. Je savais pas qu'on pouvait. Ouais, et en fait, écoute, moi, non, ça s'est peut-être d'un commun accord avec l'enfant, je sais pas, ça s'est arrêté. Moi, j'avais fait le tour de l'allaitement et j'avais de moins en moins de lait. J'avais les seins tout mous qui tombaient, donc c'était fini, quoi. C'est la fin. Et j'avais fait la trop jolie poitrine de femme enceinte où après, non, c'était fini. Voilà, c'était fini. Et je suis retournée travailler, lui, il était gardé en assistante maternelle et c'était très bien. Très très bien passé, j'ai été stressée de rien. Bon voilà, tout ce qui est pédiatre, on était très très assidus, je pense comme tout enfant, premier enfant, avec le carnet de santé. Mais écoute, rien de particulier pour cette grossesse. Super. Et cet enfant, rien de particulier. Ouais. Alors évidemment, après une expérience aussi idyllique, j'imagine que l'idée d'avoir un deuxième est venue assez vite. Du coup, voilà, comment s'était passé à partir de quand on vous a dit, bon allez, on en fait un deuxième comment ça s'est passé pour toi là? Écoute, comme tu dis, au bout d'un an. En fait, on s'est même pas posé la question, mais au bout d'un an, c'était l'été, avec Julien, on s'est dit tiens, si on en remettait un deuxième. Julien me dit attends, il faut quand même que je souffle un peu. C'est marrant, peut-être le papa ne sentait pas forcément comme moi. Et puis très vite, en fait, on s'est dit tiens, on en ferait bien un deuxième. Ouais. Donc on habitait au 5e sans ascenseur à l'époque à Paris. Julien me dit attention, Baptiste il ne marche pas encore. Baptiste a marché très tard, il a marché à 14-15 mois. Donc il m'a dit attention Anne, ça va être vraiment galère. Mais franchement je me disais mais non, pas du tout, j'en aurais un dans le porte-bébé, l'autre sous le bras, enfin je sais pas. Pour moi c'était même pas une question de logistique, en fait c'est un truc très masculin. Moi ça se passait bien, j'en voulais d'autres. J'avais passé la trentaine, donc il fallait y aller, quoi. Puis j'en voulais 3 ou 4, donc forcément, on s'est tu savais déjà? Oui, j'en voulais 3 ou 4. Enfin, j'en voulais 4, en fait, j'en voulais 4. Tu voulais 4 enfants, donc si tu fais vite le calcul, 9 mois de grossesse, 9 mois pour s'en remettre, il fallait y aller, quoi. Ouais. et puis voilà, au bout d'un an, j'avais vraiment mis en place plein de choses avec l'équipe dans mon poste travail, de chef de groupe marketing. Donc je me disais, si ça arrive dans les quelques mois, après, il y aura les 9 mois de grossesse. J'aurais fait 2 ans et demi, 3 ans sur le poste. C'est comme ça qu'on réfléchit dans les grosses boîtes. Ça faisait le job, quoi. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Ok. Voilà. Donc la vie est bien faite, on fait le deuxième. Et non. Donc, voilà. Raconte-nous comment ça s'est passé, la surprise. J'ai été très, 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 très fatiguée. Ouais. Vraiment très fatiguée, avec des douleurs que je n'avais jamais eues, donc inexpliquées. Au ventre? Au ventre, au ventre, aux ovaires, j'avais vraiment très très mal. Et j'étais un jour en séminaire avec mon entreprise et mon équipe, et vraiment je dis je vous rejoins, j'arrive, je vais chercher un truc dans ma chambre, et dans ma chambre je n'ai jamais pu ressortir, en fait. D'un coup j'ai eu une douleur, voilà. J'ai su après, en fait, que c'était la nidation gémellaire. Oui. En fait, apparemment les cellules se divisent ou l'œuf prend sa place, il y a des douleurs comme ça, mais j'en ai entendu parler. Voilà, je ne pouvais pas du tout l'anticiper, puisque je n'avais pas de jumeaux, c'était une grossesse naturelle, pas de jumeaux dans ma famille, donc jamais. C'était une surprise, en fait. À aucun moment vous imaginiez avoir des jumeaux. Plus que ça, exactement. Donc ce séminaire qui était à la montagne, on me rapatrie, rien à l'échographie, rien à la prise de sang. C'était vraiment les prémices, en fait, donc rien n'était détectable encore. Rien à l'échographie? Rien à l'échographie, d'accord. Rien à la prise de sang, rien. J'étais flappie, fatiguée, j'avais mal, mais vraiment épuisée. Et puis de là arrivent des nausées, mais d'un autre monde, qui sont restées 6 mois quand même pour cette grossesse. Hein. Ah, quand même. Voilà. Et finalement, ma sœur est médecin, elle me dit écoute, viens, je comprends pas ce qu'il y a, viens à Marseille. Donc je descends et elle me dit mais Anne, en fait, tu es enceinte. Ah oui, ta sœur a compris tout de suite. Voilà, tout de suite. D'accord. En fait, elle a fait une écho intra-utérine et elle m'a dit mais Anne, en fait, tu es enceinte.
Ouais. Donc voilà, c'était rigolo d'apprendre ça par sa grande sœur qui est médecin généraliste, hein, donc rien à voir. Ouais. Et donc hyper heureuse. Je fais une prise de sang qui valide ça. Et voilà, je me dis, je suis enceinte, ça faisait 1 mois, 1 mois et demi, ok, j'attends, je prends rendez-vous pour mon écho des 3 mois. Ouais. Et puis je connaissais, en fait, tu vois. Tu connaissais le process. Oui, quoi. C'est le deuxième. J'arrive à l'échographie des 3 mois à Port-Royal. Je dis, bon, j'ai 10 minutes, un quart d'heure. Mon mari arrive, on fait ça vite. Ouais. J'étais documentée, j'avais un enfant. Dans la salle d'attente, je voyais des mamans qui attendaient leur premier. On papotait, on rigolait, mais c'était drôle tellement que je me disais, mais ça va aller et tout. Et puis donc on me fait l'échographie. Et puis la personne qui fait l'échographie me dit, tiens, voilà le premier. Ok. Et voilà le deuxième. Donc et là, sans aucune introduction. C'est ça, en fait. Parce qu'elle ne sait pas de l'histoire de chaque famille, de chaque maman. Voilà. Donc elle fait ce qu'on lui demande de faire. Et donc là, alors c'est marrant parce que quand elle a posé la sonde, en une fraction de seconde, elle était en train de le dire, mais j'ai compris. Ouais. Parce que j'ai vu 2 cœurs battre. D'accord. J'ai vu 2 poches. Je les ai vus, en fait. Ouais. Mais c'est allé tellement vite. Et on est dans le noir. Et là, vraiment, ma nouvelle vie a commencé, je pense. Ce jour-là, c'était un 9 avril, je me souviens exactement. Ouais. Ça a été le choc. Mais le choc. Julien aussi. Vraiment, je pleurais et je me revois dire pourquoi moi, pourquoi nous. Ouais. Oui, tu l'as vécu comme plutôt une mauvaise nouvelle, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, c'était impensable. Oui. Je pouvais pas imaginer ça. Et puis je me disais et puis en plus très vite, on m'a parlé des risques liés à cette grossesse. Tout à fait. Alors que dans ma première grossesse, on m'a tout de suite dit il faut vivre normalement. Vous n'êtes que enceinte. Il va rien vous arriver d'autre. Il faut vivre, il faut manger, il faut travailler, il faut continuer à prendre le métro et le bus. Et vraiment, dans une grossesse simple, on vous dit il faut vivre normalement. Et dans cette grossesse-là, on m'a dit tout de suite l'enjeu et que vous alliez le plus loin possible dans votre grossesse. Ok. Oui, c'est pas du tout la même perspective, quoi. Voilà, donc tout de suite s'engage une grossesse où on vous dit les risques liés peut-être à ce qu'un enfant ne puisse pas vivre jusqu'à la fin, qu'il faut vous arrêter de travailler le plus tôt possible, qu'il faut organiser votre vie, votre maison, votre garde. Et je me dis, oh là là, mais ça, en fait, je sais pas faire. Et puis je me disais, moi, je suis pas très grande, je fais 1m62, est-ce que je vais réussir à porter, moi, physiquement 2 enfants Et tu vois, à la fin, j'étais enceinte, à la fin de 6 mois, les gens m'arrêtaient dans la rue en pensant que j'allais accoucher. De 6 mois, il m'en restait 3. Mais et en fait, le corps est très fort et le corps s'est organisé, et on s'est organisé avec Julien. Mais voilà, pour te dire, cette deuxième grossesse a été très différente, anxiogène. J'étais très fatiguée, j'avais beaucoup de nausées. Tout de suite, on m'a dit, j'étais enceinte que de 3 mois. D'accord. On m'a dit, il ne faut plus porter Baptiste. J'ai dit, mais c'est pas possible en fait. Ouais. Mon enfant ne marche pas. Il avait quel âge là du coup, Baptiste? Oh là là, il devait avoir. 13 mois, 14 1 an et demi. Ouais. 1 an et demi. Ouais. Donc à 1 an et demi, ne plus porter son enfant, être le plus possible allongé, être tout le temps les jambes en l'air, faire très attention à ce qu'on mange. Et là, au contraire, l'enjeu c'était de grossir. Grossir, manger. Donc, c'est vrai? Ouais. D'accord. Pourquoi? Donc, écoute, parce qu'il fallait en nourrir 2 en fait, et que j'étais tout le temps à plat. Oui, c'est pas le truc quand on dit comme une grossesse normale, en gros, faut pas manger 2 fois plus, mais faut manger 2 fois mieux. Là, il faut manger 2 fois plus. Oui, quoi, c'est ça? Oui. Moi, on m'a vraiment dit tous les risques liés à cette grossesse. On m'a prémédiqué sur tout le suivi qui est pas du tout le même. Donc tous les 15 jours, j'étais en échographie ou à l'hôpital. Ok. Et donc d'un coup, ça devenait très médical en fait. Alors que ma première grossesse était basée sur fonder ma famille, l'épanouissement, le couple fait un enfant et tout ça. La deuxième grossesse était médicalisée, très suivie. J'étais fatiguée, je savais pas où j'allais, j'étais moins dedans quoi. J'étais moins dedans quoi. J'étais vraiment un corps à fournir des bébés quoi. Voilà. Et alors donc du coup par rapport à votre vie, qu'est-ce que vous prenez comme décision? Enfin toi par rapport à ce travail, quand est-ce que tu t'es arrêtée de travailler? Qu'est-ce qui se passe une fois que tu as cette nouvelle? Alors donc pendant 3 jours, je n'ai pu rien faire d'autre que pleurer et rester dans mon lit. Voilà, Julien était top parce que lui il a pris les décisions très vite. Il m'a dit non, on ne va pas pouvoir rester à Paris en fait. Nous on est de Marseille, nos familles sont de Marseille. On habite au 5e étage sans ascenseur, même si on adore notre vie, notre appart, notre vie, nos jobs, il faut changer de vie. Il faut qu'on prenne les décisions qui s'imposent si on veut que notre famille puisse grandir et s'épanouir dans une famille un peu normale et équilibrée.
toute façon, moi, j'arrivais pas à prendre la décision. J'ai annoncé donc très très tôt cette grossesse à toujours mon super patron, Christophe, et qui était toujours là, et qui lui me dit mais c'est mon rêve, et tout le monde me disait mais c'est mon rêve d'avoir des jumeaux, parce que lui avait 4 enfants. C'est marrant. Ouais. Et en fait c'est marrant, même encore aujourd'hui, tout le monde me dit mais comment tu as fait, je t'envie. Et moi j'avais du mal à me projeter, et très tôt il m'a dit écoute, on va s'organiser. Là pour le coup on s'est organisé très très vite à trouver un manager par intérim, très très vite à passer les dossiers. Et effectivement, à 5 mois de grossesse, j'étais déjà arrêtée, j'étais crevée, j'arrivais pas à monter plus que 3 marches, un escalier. Ouais, parce que tu continuais toujours à monter tes 5 étages, là. Ouais, et ça vraiment, c'était le moins. En fait, il fallait le moins possible que je sorte de chez moi. Ouais. J'ai eu des nausées, donc je t'ai dit jusqu'à 6 mois. Donc là, c'était une autre grossesse, une autre étape de vie. Donc j'ai très vite lâché, malheureusement, les rênes du job. J'ai donné à quelqu'un. Et j'ai voulu que mon équipe soit aussi très encadrée avec quelqu'un d'autre, quoi. Oui, donc, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc j'ai même eu envie, idée de quitter l'entreprise pour pouvoir gérer un peu mieux ce qui m'arrivait. Et Christophe m'a dit non, pas du tout, Anne, au contraire, prends du temps pour toi et on verra ton prochain job, on verra la suite. Donc ça, c'était top, parce que moi, j'ai pu vraiment passer les dossiers et arrêter et pouvoir me consacrer à faire des enfants et vraiment tu vois, les produire, quoi. Ouais, du coup, t'étais entre deux. En fait, tu savais que t'allais changer de... Oui, je savais, parce que de toute façon, j'avais fait... en fait, dans les grosses entreprises, tu restes 2 ans et demi, 3 ans, à ce genre de job intermédiaire. J'avais fait le temps, et c'était bien. Et de toute façon, il y avait une autre personne qui avait envie de reprendre mon poste, donc c'était très bien comme ça. D'accord. Et là, on a pris, donc Julien, on a pris la décision de venir à Marseille, que j'accouche à Marseille. Donc j'ai aussi eu une grossesse, Baptiste à Paris, la deuxième ici à Marseille. Donc très différent, je découvre une nouvelle équipe médicale, je découvre un nouveau gynéco, je découvre une nouvelle façon d'être suivie. Et puis en fait, très vite, on m'a demandé de rester alitée, parce que j'ai eu des contractions. Et tout de suite, c'était compliqué. On m'a injecté des hormones pour que les poumons des enfants grandissent plus vite si j'accouchais. Enfin là, vraiment, c'était... Course contre la montre. Course contre la montre, je pense, comme peut-être d'autres grossesses gémellaires. C'est course contre la montre pour que les organes nobles puissent grandir le plus vite possible si les enfants sortent. Faire en sorte que les deux vivent, les emmener très loin, et pas avoir trop de prématurés, grands prémas dans les grossesses gémellaires. Voilà. D'accord. Donc voilà, je suis restée alitée 2 mois avant leur arrivée. Ok. Et là, on me diagnostique, on me dit qu'un des 2 enfants, donc Rose, a un retard de croissance intra-utérin. Okay. Donc ça, c'était pas du tout prévu au programme non plus, mais c'est assez fréquent dans les grossesses gémellaires. Ça veut dire qu'il y a un des 2, en fait. Pourtant, j'avais 2 placentas et tout ça. Oui, c'était 2 poches. C'est 2 poches, c'est des faux jumeaux. C'est des faux jumeaux. Ouais, vraiment. Forcément. Fille-garçon. Et on me dit que donc un des 2 placentas fonctionne moins. Alors souvent j'entends oui, mais c'est parce que c'est le garçon qui a tout pris. Non, c'est 2 poches, c'est 2 enfants différents, donc chaque enfant a fait sa croissance dans mon ventre. Donc c'est juste qu'un des 2 placentas qui fonctionnait moins que l'autre. Enfin, d'accord, c'est pas parce que... non, c'est pas un qui a marrant, pris... ça, c'est vraiment la légende urbaine. Ouais, la légende, les fantasmes. Oui, les garçons prennent toujours plus aux filles. Non, pas du tout. Voilà, je redis, non, ils ont les mêmes chances dans la vie, ma fille, mon fils. Voilà, c'est juste que c'est comme ça arrive. Oui, il y en a un qui s'est un peu moins développé. Oui, et puis moi j'étais crevée. Il y a un des placentas qui a moins nourri à la fin ma fille. Donc elle a eu une RCU, donc un retard de croissance intra-utérin. Ok. Et là, le corps est super intelligent, et Rose, en fait, sa croissance s'est faite exclusivement à la fin sur ses organes nobles, donc poumon, cerveau, exclusivement. Ok. Et tout ce qui est organes digestifs, considérés peut-être un peu moins... vitaux, voilà, se sont un peu moins développés. D'accord. Donc quand ils sont arrivés par césarienne d'urgence, parce que Rose à la fin, d'un point de vue cardiaque, c'était plus possible, donc on avait 3 suivis par jour, et à un moment donné on a dit ok, donc là il faut la sortir. Donc césarienne, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ma césarienne. Oui, ça s'est bien passé. Ouais, très bien, j'ai trouvé que c'était très rapide. Ouais. C'est d'autres sensations que l'accouchement par voie basse, mais tout aussi bien. Du coup, t'as eu les 2. Ouais, j'ai eu les 2, et voilà, si je devais faire un 4e, je n'aurais pas d'avis sur l'un ou sur l'autre. D'accord. Vraiment. C'est intéressant. Oui, après, c'est sûr qu'on a moins la montée de la dilatation, la péridurale, l'amoureux qui est là, on lui tient la main et tout. Non, pas du tout, ça devient très médical, mais
de toute façon, là, la décision est de sortir les enfants, de les sauver et qu'ils soient là. Oui, donc, voilà. Là, il y avait et donc Julien n'était pas à côté de moi, je suis dans une salle, comme un bloc opératoire. Il n'était pas avec toi? Non, Julien? il était à côté pour accueillir les enfants. D'accord. Donc le premier qui sort, c'est Jean, donc câlin, maman, machin, sur mon visage. Et je vois qu'il part, je vois Julien qui me fait coucou, qui le réceptionne. Et je sais on me dit, maintenant on sort la deuxième. Et la deuxième, bizarrement, on me l'a pas montrée. Ouais. Donc là, j'ai tout de suite su qu'il y avait un gros souci. Tu savais de toute façon qu'elle avait un retard de croissance? Je savais, mais voilà, ils nous avaient dit, bon, vous inquiétez pas, il n'y a pas forcément de séquelles. Ils étaient petits prémas, donc je l'ai accouché à 37 semaines plus 6. D'accord. Donc honnêtement, c'est très très bien. Et là, on me montre pas Rose et on me la montre après. Il y a un vrai écart de poids. D'accord. Jean fait 2,9 kg, Rose fait 1,8 kg et elle est descendue le lendemain à 1,4 kg. Ah oui. Donc voilà, déjà quand tu les vois, on n'a gardé aucune photo parce que c'était pas un moment agréable, mais voilà, grosse différence de poids. D'accord. Mais écoute, tout se passe bien, je fais la tétée de bienvenue, je me sens plutôt fière. Même à Rose, tu peux Oui, c'est comme ça qu'on a vu qu'il y avait un souci. En fait, je fais la tétée à Jean, je fais la tétée à Rose. Par contre, ça m'a épuisée, moi, la césarienne. La césarienne, ça m'a épuisée. Je n'ai pas pu me lever pendant... Ouais, c'était dur. Par contre, ça m'a fatiguée plus que par voie basse. C'est vrai? Ah ouais, j'avais froid, ils m'ont mis dans des couvertures chauffantes. Franchement, ça m'a... Je sais pas si c'est l'anesthésie ou le concept ou peut-être la fin de la grossesse aussi. Ouais, la fin le du stress. Ouais. J'étais très très fatiguée. Je donne le sein à Jean, tout va bien. Je donne le sein à Rose. Et Rose fait un choc septique, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que le lait qu'elle a pris... D'accord. En fait, on ne comprend pas tout de suite, mais en tout cas, elle fait un choc septique, c'est-à-dire que je vois Rose et je me dis, non, là, elle n'est pas normale. Là. Elle était violette-marron, elle souffrait de douleur sans pleurer, et elle avait un ventre énorme. Et je voyais ma fille me dire, maman, je vais mourir, en fait. Je ne vais pas bien, maman. Mais c'était... voilà. Et moi, j'étais en chaise roulante, parce qu'après la péridurale et... l'anesthésie, tout, je pouvais pas me lever, donc j'étais complètement démunie. Tu vois, avec mon premier enfant Baptiste, ça roulait, j'étais très à l'aise. Là, j'étais complètement démunie avec le corps médical, j'étais démunie avec mon amoureux. J'avais un enfant qui était chez les grands-parents. C'était c'était horrible. C'est-à-dire que ça, je ne savais pas faire quoi. Et même le corps médical a été très maladroit. Il emploie des mots, il vous fait signer des charges, et vous commencez à vous dire mais qu'est-ce qui se passe en fait, il va falloir m'expliquer là. Donc en fait Rose, elle avait un tout petit trou dans l'intestin. D'accord. Et donc en fait quand je lui ai donné le sein, le lait, en tout cas, s'est répandu partout. Donc c'est pour ça qu'elle avait un très gros ventre et c'est pour ça qu'elle a fait un choc septique. D'accord. Et donc à J1 de naissance, on nous dit, en fait, on ne sait pas comment on ne sait pas ce qui se passe. On va mettre Rose dans un coma artificiel parce qu'elle a vraiment trop mal. Et on va l'opérer cette nuit. Et donc anesthésie générale sur un enfant qui a 1 jour. Et donc là, très très difficile, tu vois, je retiens mes larmes encore et tout. C'est quelque chose qui m'a vraiment... Je suis pas sûre que ce soit encore très digéré. Et en tout cas, Julien, mon mari, me dit que lui, c'est bon. Mais moi, dès que j'ai ma fille dans les bras, je lui dis bonne nuit. Je pense toujours, je penserai toujours à ça. Toujours, son regard, cette période, cette nuit qu'on a passée à pas savoir. Donc voilà, le chirurgien arrive, il est 1h du matin, moi j'étais pliée en deux, je pleurais, et puis j'avais Baptiste d'un côté, j'avais Jean de l'autre, donc Jean est un enfant qui est très attaché à moi, parce qu'il a passé ces 3 mois où Rose était en réanimation, en greffon avec sa maman, parce que je l'allaitais, et aussi parce qu'en fait il avait plus son binôme de ventre, donc il a toujours été à la maternité dans mon lit pendant les 3 mois. Il a reporté un peu sur toi, quoi. Ouais, c'est vrai il était tout le temps avec moi, et il était très très calme, et il s'est mis dans un petit cocon avec sa maman. Il a été super bien pendant toute cette période. Baptiste a eu beaucoup plus de mal à comprendre, mais ce qui est normal, il avait 2 ans. Et donc le chirurgien a opéré ma fille, il a trouvé le trou, et puis par contre après les pédiatres de réanimation nous ont dit écoutez, maintenant qu'on a le geste a été fait, on a rebouché le trou. Ils ont coupé l'intestin écautérisé, refermé, mais on ne sait pas comment l'enfant à J1 va vivre. Va vivre, bien sûr. Et donc là commence, c'est pour ça que je te dis, cette grossesse-là est très différente, commence un combat de maman, un combat de parents, pour pouvoir être assez heureux la journée, pour gérer 2 garçons qui sont en pleine forme, et avoir assez d'énergie, de foi, de force, mais toute la famille nous entourait, pour pouvoir aussi être là pour Rose,
qui Oui, était en réanimation. Voilà. Et donc la réanimation, c'est vraiment des services de très très haute pointure technique et relationnelle. Tu peux appeler nuit et jour, tu peux venir nuit et jour, tu peux voir ton enfant quand tu veux. Il y avait 45 minutes de débranchage pour que je puisse avoir Rose dans les bras et 45 minutes pour la rebrancher sur son... C'est pas un lit, en fait, c'est une plaque chauffante. Voilà, c'est des images, on n'a gardé aucune photo. Ça a duré 3 mois, ça ? Ouais. 3 mois, hyper long. Très long, très dur. Là, je tirais mon lait pour Rose parce que je ne voulais pas qu'elle ait un... Il n'y avait que du lait maternel qu'on pouvait lui donner. D'accord. Pour la guérison à l'intérieur. Et moi, je ne voulais pas faire appel à du lait maternel de don. Donc, il y a une centrale de don de lait qui est à Montpellier. Et donc, voilà, il y avait toute une organisation qui est faite pour les mamans, pour les bébés comme ça. Mais moi, je ne voulais pas. Donc, j'ai tiré mon lait pour Rose. J'ai donné mon lait à Jean. J'avais Baptiste. Voilà, on avait quitté Paris, il avait plus son assistante maternelle. Enfin, c'était un peu... voilà, il y a eu des séquelles forcément sur sa personnalité qu'on a géré après avec une pédopsychiatre. Mais voilà, pour te dire, cette grossesse-là, j'étais plus dans un équilibre vie pro, vie perso, j'avais rien du tout. Oui, là, c'était... Je voulais juste survivre et être bien. Et ça, c'est un peu moi, c'est être bien partout, quoi. Bien en tant que maman des 3, bien en tant que personne, en tant que femme. Enfin, voilà, c'était très compliqué. Très compliqué, voilà. Et donc, pendant tous ces 3 mois où ont duré sa réanimation, donc Rose, est-ce que vous saviez qu'elle allait s'en sortir ou est-ce qu'en fait, non, c'était le point d'interrogation pendant les 3 mois Non, t'as 15 jours, t'as un point d'interrogation. Ouais. Parce qu'elle n'avait plus du tout de fonction vitale, de respiration, alors qu'à la naissance, elle respirait, là, elle ne savait plus respirer, pour uriner, enfin, voilà, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Donc, il y avait vraiment 15 jours. Hein. Ouais. Et puis, c'est des discussions avec les médecins, les pédiatres... 3 fois par jour. Matin, midi et soir, tu es dans les services de réa, tout le monde vient te voir. Voilà, ça c'est très technique, mais c'était bien parce que tu sens que tu es accompagné. Mais c'est très technique, il n'y a pas d'émotionnel. Et c'est normal, et c'est leur façon de faire. Et voilà, et moi j'ai trouvé que c'était très bien. Et puis nous, on pleurait entre nous après, donc voilà. Donc 15 jours très compliqués. Et après, après il faut quand même un mois ou 2 quand même pour qu'on dise c'est bon, quoi. Et puis on ne sait pas s'il va y avoir des séquelles. Elle a été suivie pendant 2 ans. D'accord. On ne sait pas si... si tu la vois aujourd'hui, tu ne peux pas dire. Hein. Oui. Voilà. Mais, et puis, c'est une fille avec un frère jumeau garçon, donc elle est forcément un peu plus petite. Mais on s'en fout, en fait, tu vois. Oui. Voilà, les filles sont peut-être plus petites que les garçons, qu'est-ce qu'on s'en fout. Et puis, elle est pleine de vie, elle est très, très forte à l'école. Tu la mets sur des skis, elle sait skier. Enfin, c'est vraiment une personnalité Rose, très espiègle, très, je dis pas dans la revanche de la vie, mais qui est vivante. Un peu, quoi. Forcément, voilà, elle s'est battue pour ça. Hein. Voilà. Son frère est beaucoup plus patapouf. Tu vois, voilà. Il faut lui apporter la tartine. Alors Rose a fait ses tartines alors qu'elle a 3 ans et demi, enfin 4 ans, donc c'est très rigolo. Mais voilà, vraiment des mois très très difficiles. Et par contre, une fois que je suis sortie de l'hôpital, je suis redevenue la maman que j'étais avec Baptiste. Tout était naturel, j'ai eu aucun stress. Quand elle est sortie, elle était tirée d'affaire de toute façon. Elle était tirée d'affaire, il y avait toujours du suivi et des soins. On était très vigilants sur les urines et les selles. Donc surtout sur les selles, pour voir si la nourriture passait bien. On a fait une diversification peut-être un peu plus tardive, mais voilà, c'est rien du tout. Très suivi par les pédiatres. Tout ce qui est vaccin et tout est très important. Mais non, une fois à la maison, c'était moi, comme ma première grossesse. T'as pu revivre oui, complètement, complètement. Ils ont fait leur nuit très tard. C'est Saloupio. Baptiste a fait sa nuit très tôt et eux, ils étaient 2 dans une chambre et donc il faut trouver son rythme. Et puis tu vois, là, on a pris quelqu'un à la maison pour nous aider la nuit. On a pris des gardes de nuit qui sont spécialisés pour les jumeaux. Et c'était une nounou de nuit et qui nous faisait 2 nuits par semaine. Sinon, on était crevés en fait. On avait cramé tellement d'énergie. En plus après et de capital amour, même de couple, que moi, le soir, j'avais besoin à un moment donné de fermer la porte de ma chambre et de me dire, ok, maintenant de 20h à 8h du matin, ils sont gérés par quelqu'un et je dors, quoi. Je dors. Ouais, c'est ce qui t'a permis de tenir, quoi. Ouais, exactement. Et après, par contre, je sortais tout le temps en poussette double, tu vois. Ça t'a pas bloqué, non, quoi. Pas du tout. J'avais mes 2 cosy, là, j'avais des gros muscles à la fin, c'était hyper rigolo. J'avais vraiment des muscles de maman gémellaire, de maman de jumeaux. Et je les sortais tout le temps et j'étais dans la vie et je voulais vraiment qu'ils aient comme Baptiste une maman qui a mangé au resto et je m'étais trouvé un petit bistrot à Marseille rue Sainte où j'allais tout le temps et il me faisait la place pour ma grossesse, ma poussette double et voilà, donc cette grossesse très différente avec une arrivée très compliquée. Et aujourd'hui, franchement, d'avoir mes 3, tu vois, j'en ferais bien un 4e. Donc d'avoir mes 3, complètement un bonheur de ce que je voulais, une fratrie, 2 garçons, une fille, enfin peu importe, tu vois, c'est trop bien.
D'accord. Trop bien. Et alors, donc, du coup, niveau boulot, comment ça se passe pour toi? Parce que là, du coup, c'est grand changement, là. Bon, tu sors de cette phase complexe, j'imagine, où t'as pas trop réfléchi à tout ça. C'est ça. Donc, Rose va bien. Donc, toi, t'es toujours dans ta boîte, voilà. Je suis toujours dans ma boîte, mais vraiment, j'avais fait blackout complet. Ouais, J'étais pas du tout... Enfin, j'avais même oublié où était mon téléphone pro. Enfin, j'étais pas du tout dedans. Il fallait... Bien sûr. Il fallait que je sauve ma fille, enfin que les médecins sauvent ma fille et que moi j'ai cette capacité d'amour. À la soutenir, quoi. Ouais, voilà. On était très très entourés, mais quand même il fallait être très présent. Et puis en mars-avril, donc ils sont nés le 23 septembre, et en mars-avril, Christophe m'appelle, mon chef, prendre des nouvelles, comment ça va. Il savait qu'il y avait eu un gros souci à la naissance de ma fille. Et donc, une fois passées les nouvelles et le papotage d'entreprise, il me dit, écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne, c'est qu'on t'a trouvé le poste de tes rêves à la direction commerciale basée à Marseille. Super. Trop bien. Voilà, le poste de rêve. La moins bonne, c'est qu'il faut que tu reprennes dans 15 jours. D'accord. Et là, je me regarde en jogging. Je me dis, d'accord. J'écoute, laisse-moi un mois, 15 jours, ça va pas le faire. Parce qu'il fallait qu'on trouve donc une garde. Ça aussi, j'avais même pas pensé à m'organiser pour la garde. Il fallait que je trouve une garde. Il fallait que je reprenne un peu le sport. Voilà. Donc c'était un mois, c'était objectif boulot, c'était ok, organisation, garde. Je me suis inscrite au Powerplate et à l'Aquabike pour pouvoir rentrer dans un pantalon un peu décent pour aller bosser. Et donc finalement j'ai repris le 1er mai, enfin le 2 mai, avec une nouvelle équipe basée en région à Marseille. D'accord. Voilà, donc pareil, là vraiment, pour te dire, moi j'ai eu d'un point de vue pro beaucoup de chance. Cette entreprise qui me connaissait, qui savait comment je fonctionnais, qui m'a fait confiance, qui a toujours mis les compétences, les réalisations passées et le potentiel aussi que je pouvais délivrer sur ce poste-là. Et qui s'est jamais dit, oh là là, elle a 3 enfants, ça va être un frein. Pas du tout. C'est vraiment... c'est bien de le souligner parce que c'est quand même... C'est pas hyper... Écoute, oui, c'est la politique d'entreprise, mais c'est surtout la politique de mon manager de l'époque. Oui, c'est vraiment un homme qui a été père de famille de 4 enfants, mais sa femme travaillait et qui a dit, non mais Anne, elle a cette capacité à donner de la vision à une équipe, à embarquer une équipe, à gérer le relationnel client en région. Donc voilà, pour moi, c'était top, quoi, tout ce que je voulais. Voilà, donc c'était top. Super. Trop bien. Donc tu reprends, tu trouves un moyen de garde. Je trouve un moyen de garde. J'ai même une place en crèche à 100 mètres de chez moi. Donc franchement, hyper soulagée pour la rentrée d'après. Ok. Et puis voilà, mai, juin, juillet, on a embauché la fille qui nous faisait les nuits en fait, parce qu'elle était très attachée aux enfants. Les enfants, ça se passait très bien. Tu vois, ils avaient même pas 6 mois. Et oui, ils la connaissaient en plus. Ils la connaissaient. Voilà, on s'est dit avec Elodie, il faut qu'on continue comme ça, quoi. C'était très bien organisé. Voilà. Donc ça, c'était plutôt bien passé. Prise de poste très sereine. Mais par contre, j'avais changé, moi. J'avais vécu ça et j'en voulais à personne de pas me demander tous les 5 minutes comment j'allais. Mais j'avais vécu ça. Et très difficile quand même. De te remettre dedans, quoi. Oui, parce que même avec la meilleure compréhension du manager et de l'entreprise, tu peux pas dire attendez, là j'ai le spectacle de théâtre, il y a la chorale de Noël, mon Dieu, il y a la sortie podée. Non, en fait. Non, mais voilà, t'as un séminaire, t'as une grosse réunion, t'as une présentation sur les chiffres ou sur le plan opérationnel. Faut y être, quoi. Et donc ce job, très très vite, j'ai été passionnée d'un point de vue professionnel. En tant que manager, je gérais 12 personnes qui étaient tous plus âgés que moi. Donc ils avaient tous entre eux 45 et 60 ans. Donc gros challenge de manager, gros challenge business, parce que gros chiffre d'affaires sur mes épaules. Mais je voyais pas bien où j'allais aller. En fait, il y avait plus de sens, en fait. C'est-à-dire que je trouvais plus le sens. Oui, je connaissais les rouages de l'entreprise sur le bout des doigts. Je faisais mon job, même si c'était une très grosse marche, très vite. Tout le monde m'a dit, là, Anne, elle est faite pour ça. Mais moi, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, tu vois, Julien m'envoie des vidéos, en mini-vidéo du spectacle de Baptiste. Baptiste était déguisé en Maya l'abeille. Non, mais c'est ridicule. Il avait 2 ans et demi. Moi, j'avais les 2 autres qui avaient 6 mois. Et
j'étais à Lyon sous la pluie et je reçois les vidéos, mais bien sûr que je me mets à pleurer. Mais qu'est-ce que je fais là, tu vois? Et j'avais beau avoir les félicitations dès les 6 premiers mois de prise de poste, et on me disait déjà, on me projetait déjà sur autre chose. Mais mon Dieu, mais dans 2 ans, tu intègres le comité de direction, le codir de telle unité et tout. Mais je disais, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? C'est-à-dire que je le fais très bien. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Je mettais beaucoup d'empathie et d'énergie dans le développement de mon équipe. Mais merde, quoi. Tu vois, j'étais maman de 3 enfants maintenant, qui avait vécu des choses émotionnelles dans ma vie personnelle. Ça n'avait plus de sens, en fait. Ça n'avait plus de sens de créer de la valeur pour une entreprise qui n'était pas la mienne. Ça n'avait plus de sens de ne pas être flexible. C'est-à-dire que travailler nuit et jour, travailler 7 sur 7, être en déplacement, mais si je dois être le mardi à 11h au théâtre, aussi nul soit-il, enfin, tu vois ce que je veux dire, d'un enfant là, tu vois, Jean, il a eu son spectacle de théâtre de 3 ans, ça a duré peut-être 1 heure, ils étaient tous déguisés en pingouins, mais heureusement que j'étais là, tu vois, et ça, voilà, ça n'a pas de prix. Donc très vite, ce job, même si tout le monde disait que c'était fait pour moi, que je voyageais beaucoup, j'étais tout le temps dans des super hôtels et tout le monde m'enviait, mais moi je savais que c'était plus pour moi en fait. Cet équilibre-là n'était plus celui que je voulais en fait. Je voulais plus être 3 jours par semaine à Paris ou à Lyon, je ne voulais plus ça. Oui, parce que tu faisais beaucoup de déplacements en fait. Je faisais beaucoup de déplacements en fait. Tu sais, tu prends un poste, il y a un salaire, une problématique, mais après, tu sais pas dans quoi tu mets le doigt, entre guillemets, parce que tu sais toujours plus, en fait. Tu travailles bien, on te donne un nouveau projet, tu délivres bien, est-ce que tu peux aussi faire ça? Et tu dis oui, et tu sais pas dire non. Oui, bien sûr. Et puis t'adores, en fait. Et puis moi, j'ai adoré, et j'ai adoré mon équipe, et il y en a encore que je vois aujourd'hui, mais dans ma vie, ça allait plus, en fait. J'avais changé, je voulais autre chose. Et puis en même temps, c'était un peu sous-jacent, en tout cas beaucoup à Paris, toute cette vague de femmes entrepreneurs dans divers milieux, dans la tech, la beauté, le textile. Et moi, ça me faisait rêver en fait. Ça me faisait rêver, je trouvais ça canon en fait, de se dire qu'à un moment donné, tu prends le risque de créer quelque chose pour toi et d'insuffler un peu ça aussi à tes enfants, que tu as cette liberté en fait. Et donc, j'ai décidé de repartir à zéro. D'accord, alors comment ça s'est fait là? Alors du coup, ça s'est fait ce cheminement au fur et à mesure, quoi, pendant ces déplacements, pendant que tu étais seule peut-être aussi. Écoute, même si mon mari ne m'a jamais dit Anne, tu peux plus faire ça, mon père m'a un peu dit putain, c'est compliqué quand même ta vie, voilà. Je ratais trop de choses de mes enfants, c'est trop précieux, c'est trop rapide, l'enfance. Ça a commencé à te coûter ça me coûtait beaucoup. trop et j'en pleurais en fait. C'est-à-dire que j'avais l'impression de ne pas faire le suivi naturel d'une maman. Donc j'étais là concrètement le lundi et le vendredi chez moi. Ce qui est très peu en fait. Oui, finalement. Et tu vois, le lundi, je regardais les cahiers de mes enfants, ils ont commencé à rentrer à l'école aussi. Donc je souffrais, j'étais dans ce poste, mais j'avançais, et tout le monde m'entourait, ma famille était très présente, je gérais les enfants, mon mari aussi. Et puis je gérais le lundi les cahiers. Et puis le mardi, je pouvais pas leur faire réciter, tu vois, Baptiste, le poème. Et donc ça allait pas en fait. Ça n'allait pas quoi. Baptiste a commencé à être très colérique. On aurait dit un ado, il claquait la porte de sa chambre. Et tu vois, c'est plein de signaux faibles. Tu te dis, oh là, ça va pas là. Ça déconne. Voilà, on nous disait qu'ils étaient pas épanouis. Et puis en plus, comme Julien était seul, et ben, on les faisait garder le maximum jusqu'à les petits, jusqu'à la crèche, 6h, 6h30. Enfin, tu te rends compte, ils faisaient l'ouverture à 7h30. Ils faisaient la fermeture à 6h30. Enfin, c'est pas acceptable. Oui, en fait. Ça fait des grosses journées, c'est sûr. C'est plus que l'école alors qu'ils sont plus petits. Mais on en avait besoin. Bien sûr, on fait comme on peut. Hein. On fait comme on peut. Donc là, c'était un peu n'importe quoi. Et petit à petit, j'ai senti que ça n'allait pas. J'ai senti qu'il y avait tous les signaux pour dire maintenant, vis ta vie en fait. Vas-y, t'es prête. C'est now. C'est now. Et puis je me sentais assez jeune en fait, tu vois. Finalement, je me suis lancée il y a 1 an et demi. Attends, j'ai 38 ans. Enfin, tu vois, au pire, franchement, qu'est-ce que je risque quoi. Au pire, ça capote. Dans 2-3 ans, voilà, t'as 40 ans, tu reprends un job dans une grosse boîte, tu fais autre chose. Et puis, au final, je suis pharmacien si vraiment. J'ai jamais exercé, j'ai jamais eu envie d'exercer. Mais s'il faut, j'irai travailler en tant que salarié dans une pharmacie à Marseille, où je reprendrai un poste dans une boîte. Enfin, je pense vraiment que je sais faire beaucoup de choses, que j'apprends encore beaucoup de choses. Et pour moi, ça, c'est ma chance, en fait. Tu t'es dit, voilà, et donc c'est le moment de... On va dire que vraiment la prise de décision, c'est le côté, mon job n'a plus de sens pour moi. Je suis extrêmement bien payée, mais finalement, t'attends le week-end pour voir tes enfants, pour dépenser ton argent, mais eux, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est que tu sois là. C'est clair. Donc ça, vraiment, c'est grosse remise en question d'un point de vue. C'est quoi le sens de mes journées, de ma vie, de mon travail? Ok. Générer une immense valeur ajoutée business, alors que c'est pas mon entreprise. C'est bête.
Et puis de voir mon mari, au final, pas super épanoui. Ouais. Faut pas oublier que lui aussi, il a quitté Paris pour Marseille. Oui. Il s'est reconstruit professionnellement ici de zéro. Oui, il est architecte. Il est architecte, ouais. Et donc finalement, lui, il avait tout son réseau à Paris, il repart à zéro, et moi, je fais ma vie tranquillou. Et puis lui, il doit gérer son nouveau job, sa nouvelle vie, les 3 enfants. Oui, il y avait beaucoup de charges sur ses épaules Il y avait beaucoup aussi. de charges, on n'avait plus notre vie d'amoureux. Alors les fondations étaient très solides, heureusement, tu vois, par rapport à ce que je disais au début. Oui, finalement, tu penses que c'est cette période qui vous a servi avant. Oui, parce que pendant toute la période de réa, de Rose et tout, on n'était plus un couple quand on était 2 personnes qui devaient sauver les autres, tu vois. On était très liés, très soudés en tant qu'homme et une femme. Mais Julien a dormi par terre à l'hôpital pour être avec moi. Oui, c'était n'importe quoi. Ouais, donc voilà, tout ça. Il faut se reconstruire après un truc comme ça. Quête de sens, vraiment prise de conscience que mon couple avait pas du tout ni envie de ça. Et c'est pas du tout ce qu'on voulait avec Julien dans notre vie, d'être 2 personnes qui travaillaient à fond sans se voir. C'était pas ce qu'on voulait donner à nos enfants comme image et comme valeur, comme culture. Et puis voilà, cette vague de femmes qui réussissent, qui entreprennent. Tu vois, le hashtag Ladyboss ou Girls Power, enfin je sais pas, je suis pas du tout féministe, mais moi ça m'a beaucoup portée. Ouais. Il y a encore beaucoup de femmes comme toi, je me dis, allez, on est là. Enfin, non, mais tu vois, on a des enfants, on bosse. Et, c'est vrai. Franchement, on bosse. Mais tu vois, moi je bosse beaucoup plus que dans l'entreprise en fait. Bien sûr. Ça n'arrête jamais, mais je suis flexible. Voilà. Oui, bien sûr. Être entrepreneur, c'est pas travailler moins. C'est travailler plus, avec plus de stress et moins d'argent. Franchement, c'est ça, moi, aujourd'hui. C'est ça, Non, mais c'est clair. Je suis vraiment tellement heureuse. Tellement heureuse, quoi. Donc, ça y est, t'as fait le grand saut, là, depuis combien de temps, là, du coup Écoute, ça fait, un peu plus d'1 an. Ouais. Donc voilà, grosse reconversion professionnelle. Oui, alors toi, tu t'es lancée dans le mariage parce qu'en fait, ça t'a toujours plu, en fait. Après. Oui, alors je me suis mariée il y a 10 ans, mais sans aucune nostalgie. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui se marient après, oh là là. Moi, non, en fait, j'ai pas du tout eu ça. J'étais très heureuse de m'être mariée. Je fais un très beau voyage de noces et puis je suis retournée bosser, quoi, avec beaucoup de nouveaux souvenirs. Ton couple est hyper serein, épanoui. Mais ça m'a pas du tout, pas de nostalgie. Et par contre, ce qui m'a toujours intéressée, c'est à quel moment la femme, pour se sentir forte ou belle ou elle-même, s'habille, ou prend le temps de trouver la tenue adéquate à un moment de sa vie. D'accord. Et tu vois, moi, dans l'entreprise, si j'avais des grosses réunions, des gros budgets à négocier, je mettais des talons. Oui, c'est marrant. Non, mais c'est très bête, mais voilà, où je mettais un tailleur, c'est intéressant. Tu vois, quand t'es fatiguée, tu te mets peut-être un petit haut blanc, d'un coup ça, voilà. Et donc moi, j'étais toujours très très sensible à la mode, à l'habillement, mais pas dans le côté superficiel, dans le côté carapace de femme. D'accord. Et le mariage s'est imposé à être un de ces moments-là, un des moments clés de la vie d'une femme, d'un couple, d'une femme. Avec, je trouvais, une vision erronée. Et je pense qu'aujourd'hui, le mariage, la femme, c'est plus du tout ce qu'on voit dans les magazines, à la télé, même dans les dessins animés que je montre à ma fille. Je vois encore des mariés, des petits dessins animés avec des grosses robes, des gros nœuds dans les cheveux. Mais c'est pas ça du tout. En tout cas, c'est pas les femmes que moi j'habille aujourd'hui chez Blanc Crème. Et donc, j'ai eu cette envie-là, cette idée-là de créer un lieu différent pour les femmes, pour le mariage. D'accord. Voilà. Dans cette envie d'accompagner et de trouver l'habillement le plus juste possible pour elle. D'accord. Voilà. C'est super. Voilà. Et du coup, alors maintenant que tu as attaqué cette nouvelle vie, comment tu t'organises ? Est-ce que du coup, tu y trouves ce que tu recherchais finalement, plus de sens, une flexibilité, voilà. Alors, plus de sens, c'est indéniable parce que je crée pour moi. C'est-à-dire que c'est mon entreprise. Tous les jours, alors je fais 12 000 erreurs en tant qu'entrepreneur. Je suis la seule à prendre mes propres décisions. Bien sûr, on est tous pareil. Voilà, plein d'erreurs. Mais par contre, j'ai du sens parce que c'est pour moi. Ouais. Et parce que même mes enfants ont compris que j'ai changé de travail. Alors, ils ne comprennent pas la notion de salarié, chef d'entreprise, mais je leur montre vraiment qu'aujourd'hui... Ils ont vu un changement. Ils ont eu un changement. Je suis là tous les soirs. Par contre, si je dois bosser tard, je dois bosser tard, en fait. Et je leur dis pourquoi c'est important pour moi. Parce que ça a du sens, parce que c'est pour moi, en fait. Donc voilà. Je suis flexible, bien sûr, mais je te dis, je travaille
beaucoup plus qu'avant. Alors qu'avant, je travaillais déjà beaucoup. Là, je travaille. En fait, mon cerveau s'arrête jamais. Ouais. Je suis tout le temps en alerte. Je suis tout le temps en train de me dire putain, ça c'est pas mal. Soit sur le côté très mariage, soit sur le côté très business. Okay. Je reprends mon mode bibliographique à fond. Je lis tout ce que je peux sur le business. J'écoute beaucoup de podcasts pour voir un petit peu, tu vois, ce qui se fait ou dans la mode, ou dans le business, ou dans le retail. Je suis très intéressée de ça, l'expérience cliente. Et par contre, mon équilibre, mon organisation, ils sont à l'école, mes enfants, ils ont grandi. Donc le matin, déjà, tout le monde se lève. Il faut être à 8h20, 8h30 à l'école. Et puis après, l'organisation, c'est qu'on a quand même quelqu'un qui les prend à la sortie de l'école à 16h30. D'accord. Parce que c'est trop tôt quand même pour moi de m'arrêter, voilà. Et on les récupère, elle les amène à la maison, ils jouent, le bain, le dîner, et puis papa ou maman rentre à 19h. Ok. Donc voilà. Okay. Ça marche. Mais tout est hyper bien huilé, et s'il y a un grain de sable, on va le dire, je suis flexible, quoi. Ouais, bien sûr. Ça n'est jamais arrivé, mes enfants sont jamais malades. Mais s'il faut, voilà. Oui, bien sûr. S'il faut quelqu'un pour aller à la sortie poney, je suis là. S'il faut quelqu'un pour aller chercher un enfant qui est trop malade, je suis là. Ouais, du coup, ça change tout, quoi, le fait de savoir ça. Ça change tout. Alors, par contre, j'ai moins de vacances qu'avant. Oui. Voilà, mais par contre, les enfants, ils ont maman tous les soirs. Et maman, elle est hyper épanouie, elle est hyper heureuse. Et quand elle va les emmener à l'école, elle se dit pas qu'il faut pas qu'elle rate son train, qu'elle est speed, qu'elle part avec sa valise, qu'elle court tout le temps avec ses dossiers, ses machins. Oui, j'ai mes trucs en tête. Oui, j'ai tout mes clientes et mon business. Mais tu vois, je cloisonne beaucoup plus, en fait. Ouais. Ah, c'est marrant, ça, c'est intéressant. Parce que moi, je trouve que c'est difficile. Alors, par contre, je suis tout le temps en train de travailler. Ouais. Mais je suis mon propre patron. Et personne va m'appeler à 8h22. Bien sûr. Et je vais être avec l'oreillette en train de déposer les enfants à l'école. Je dis oui, salut les enfants. Et puis je suis en train de dire oui, je vous rappelle. Non, en fait. Parce que je prends la décision que j'amène mes enfants à l'école et avant 8h30, je ne suis pas dispo. C'est clair. Et c'est vrai que dans l'entreprise, je ne me suis pas autorisé ça. Alors que là, aucun problème, quoi. D'accord. Donc je suis beaucoup plus heureuse maintenant. Beaucoup plus flexible, beaucoup plus stressée. Mais franchement, dans mes enfants, on a vu un changement d'attitude. C'est vrai. Non, mais c'est incroyable. Sur Baptiste, là, il n'y a plus de colère. C'est fou. Parce que tu vois, si c'est passé un truc à l'école, il va me le dire le lendemain ou le soir au creux de l'oreille, plutôt que de péter un câble dans sa chambre comme un ado, en fait, tu vois. Et en fait, comme je suis là tout le temps, j'arrive vraiment à repérer que tu as des soirs où c'est les deux garçons, il faut qu'ils soient ensemble dans le bain. D'accord. Et Rose, je la mets à faire du coloriage. Ou parfois, tu as les deux petits, donc les deux jumeaux, donc Rose et Jean. Ok, ce soir c'est votre moment, je vous mets tous les deux dans le bain. Okay. Tu vois, j'arrive vraiment, comme je suis là, à mieux sentir les choses, quoi. Tu vois, le sixième sens qu'on a en tant que maman, je suis là, donc je le sais. Il s'exprime. Et puis, c'est pas grave, ce soir, vous avez pas envie de manger des légumes, mais c'est pas grave, de toute façon, on vous bourre de légumes tout le temps, donc ce soir on fait pizza, on s'en fout, pizza glace, on s'en fout. Mais tu vois, quand t'es jamais là, t'as pas cette sensibilité, ce regard que tu dis, attends, vous mangez tout le temps des légumes et tout le temps de l'eau, ok, ce soir on fait pizza. Ouais. Tu vois, moi j'ai beaucoup de principes de maman. Pas de télé sauf le week-end, pas de sucre sauf le week-end, pas ketchup sauf le week-end, pas de pizza à part le vendredi soir. Enfin, tu vois, parce que sinon, les enfants, ils trouvent la porte au sucre et aux iPads tout seuls. C'est clair. Donc voilà, on a mis ça en place. Mais comme je suis là, je vois que parfois ils en ont besoin. C'est pas grave, je lâche. Oui, tu lâches un peu. Mais quand t'es jamais là, tu peux pas donner. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça c'était pas bon pour moi en tant que maman, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Donc voilà, de faire le lien tous les soirs et tous les matins, mais ça n'a pas de prix, quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que tu penses de l'équilibre vie pro vie perso, du coup ? Alors non, là, je peux pas te dire que je suis au top de l'équilibre vie pro vie par contre, j'ai mon équilibre. Ouais. Et on va dire que j'ai plutôt intégré ma vie pro à ma vie perso. D'accord. Donc tu as décidé de privilégier le côté perso. Écoute, en fait, du moment que moi je suis heureuse, je trouve que j'ai mon équilibre. D'accord. Mais te dire que j'ai 50% de mon temps pro, 50% perso, non, ça c'est pas acquis ou c'est pas comme ça. Et moi, c'est plutôt vraiment ce que je cherche, c'est l'intégration pro dans ma vie perso. D'accord. Là, tu vois, au mois d'août, Blanc Crème sera fermé. Bon, Blanc Crème, ça a fermé. Mais si j'ai un soir où je dois envoyer un email ou faire une publication sur les réseaux sociaux, je peux le faire chez moi, c'est pas grave. Parce que, tu vois, alors qu'avant, dans mon ancienne boîte, c'était pas du tout ce genre de job. On créait pas de contenu. La pharma, c'est moins créatif. Bien sûr. Et j'avais moins ce côté intégration pro-perso. C'était vraiment toujours à me dire... Tableau Excel, reporting, vision, manager, développement du collaborateur, ça affiche des valses. Tu vois, j'étais plutôt là-dedans. Ouais.
Là, ce job-là me permet beaucoup plus d'intégrer ma vie pro, ma vie perso. D'accord. Donc tu Voilà. penses, tu penses avoir Non. Un meilleur équilibre Écoute, non. non, je vais être honnête. Tu vois, Baptiste, hier, débarque et nous dit « Maman, il faut que tu arrêtes d'être trop sur ton téléphone. » Tu vois, donc déjà, voilà. Il dit « Tu peux glisser sur une peau de banane sans t'en rendre compte. » Donc tu vois, je pense qu'il a vu dans un dessin animé et lui, à sa façon, il vient et c'est assez rigolo. Dit, quoi. Ouais. Donc tu vois, voilà. Donc je pense que ça montre que non, j'ai pas trouvé l'équilibre, mais j'y travaille. Je pense comme toutes les femmes, entrepreneurs ou pas entrepreneurs. Et puis il y a des fois où je suis plus avec mes enfants qu'avec mon boulot, tu vois. Là, il y a un peu les stages d'été qui s'organisent. Et ben, je vais aller les chercher tous les soirs à 16h30 et je suis très heureuse. Ouais. Et puis c'est très bien. Et puis s'il faut manger 3 glaces, on mange 3 glaces. Et là, non mais tu vois, voilà, là on s'en fout, c'est l'été, il faut un peu lâcher. Et puis ils se construisent aussi là-dedans, je trouve. Oui, bien sûr. Donc voilà, et pourtant juillet, août, c'est aussi, enfin surtout juillet, c'est un peu les mois où tu donnes un peu la vision et déjà un peu les graines pour les opérations de l'année d'après. Mais écoute, c'est pas grave. Oui. Voilà, je rattraperai mon retard. Voilà. Le soir. Le soir, le dimanche, quand tu dors. Mais voilà, pour l'instant, écoute, j'ai pas trouvé l'équilibre. J'y tends, j'y travaille, j'intègre le plus que je peux et voilà. D'accord. Et est-ce que tu arrives à trouver du temps pour soi dans Ah tout non, ça alors ça par contre pas du tout. Hein. On n'y est pas encore. Ouais. Pas encore. Écoute, non, pas du tout. Non, en fait c'est vraiment ce sur quoi je rogne à chaque fois. Non, bien sûr. Ouais. Il y a les enfants. Sûr, non, je dis bien mais, sûr parce tu qu'on vois, est nombreuses à être dans ce cas-là. Ouais. Et puis il y a mon mari, il y a mes enfants. Et puis si on a une soirée où les enfants sont gardés par les grands-parents, ben on va aller au resto tous les deux ou nager dans les calanques. Oui. Je vais pas dire je me ferais bien une soirée en tête-à-tête avec moi-même et j'irais bien en ville faire les boutiques et j'irais bien me regarder tel film. Non, mais en fait ça me manque pas en fait. Ouais. Tu vois. Mais c'est vrai que quand on crée son entreprise, c'est un peu peut-être du temps pour soi aussi, quoi, quelque part. Oui. Voilà, même si c'est du travail. Ouais. J'ai pas l'impression que je travaille en fait. Ouais. Depuis que j'ai écrit Blanc Crème, je me sens multicasquette. Hein. Je fais le marketing, la compta, le management, le commercial, tout. Mais c'est un plaisir. Ouais. Je souffre sur la gestion de ma trésor parce que j'en ai jamais fait et que bien sûr. soit je surdépense, soit je sous-dépense. Et puis je pense pas qu'il y a un pourcentage qu'on peut nous donner sur ce qu'il faut dépenser ou allouer comme temps en fonction. Voilà. C'est toi qui choisis. Il n'y a pas de règles. Malheureusement, ça serait plus simple. C'est clair. Mais t'as raison. En fait, Blanc Crème, c'est mon temps pour moi. Je me suis créée et organisée le courage et la chance de repartir à zéro. Ouais. Avec un gros bagage de compétences, avec un gros capital bonheur avec mes 3 enfants. Ouais. Maintenant que le stress de la survie de Rose est passé, on est plutôt maintenant dans l'éducation pure et quelle valeur, vers quelle personnalité nos enfants se dessinent, les premiers poèmes ou les premières poésies à apprendre. Tu vois, on est un peu là-dedans en fait en ce moment. Et justement, une des questions que je pose, c'est les valeurs que tu aimerais leur transmettre. Est-ce qu'il y en a en particulier qui te tiennent à cœur Alors, après nous, tout ça. écoute, nous, alors Julien et moi, on est très très attachés à ce qu'ils soient bien élevés. On pense que tu peux aller loin dans la vie si tu dis bonjour monsieur, bonjour madame et que tu demandes. Ouais. Tu vois, on essaie vraiment de les bien élevés et autonomes. Ok. Alors ils sont petits, mais tu vois, nous on veut vraiment, tu veux un verre d'eau, tu vas manger au restaurant ou tu vas au bistrot ou tu veux un verre d'eau, une grenadine, on veut vraiment qu'ils apprennent eux-mêmes à demander. Tu vois, est-ce que je peux avoir une grenadine, s'il vous plaît monsieur, avec le sourire. Donc ça, nous on est très attachés à ça. Ok. Après, la liberté, c'est-à-dire que ils sont petits, mais je pense qu'on leur dit tout le temps, on veut que oui, l'école c'est bien, oui, on veut que vous travaillez. Mais c'est plutôt dans le sens d'être libre de votre choix, de votre profession après, en fait. Peu importe ce que vous voulez faire, mais construisez-vous un bagage quand même un tout petit peu d'école et d'éducation et de culture et de connaissances pour pouvoir être libre de choisir. D'accord. Tu vois, nous, ça c'est... Voilà. Et après, le bonheur, quoi. Le bonheur. Franchement, attends... Cultiver le bonheur. Mais oui, parce qu'attends, on habite à Marseille. Ouais. Ils ont 2 parents qui y travaillent. Ils ont quand même... Enfin, franchement, pas tout ce qu'ils veulent, mais presque. Ils sont tout le temps les pieds dans l'eau. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, on leur dit là, on ne vous rendez pas trop compte quand même, tu vois. C'est clair, ouais. Enfin, non, ils sont quand même... voilà, ça, on essaie vraiment de leur montrer qu'ils ont tout, quoi. Tout, et ils sont quand même super heureux. Voilà.
Ok. Non, enfin, tu vois, non, il faut quand même sûr. pas abuser. Il faut savoir apprécier sa chance, quoi. Oui. C'est clair. Ils vont chez les grands-parents, ils courent dans les champs, ils vont manger du raisin dans les vignes, il faut arrêter, quoi. Ouais, voilà. non, c'est clair. Et pour finir cette interview, Anne, est-ce que tu pourrais nous donner, puisque en plus tu nous as parlé de ton immense bibliographie sur la maternité, est-ce que tu as des inspirations ou des bons plans à partager avec nous qui t'accompagnent ou te facilitent ta vie de maman? Alors, écoute, dans la biblio que moi j'ai beaucoup aimé, il y en a plein, donc je vais pas citer, mais tu vois, ces livres qui te guident l'enfant de 0 à 6 ans, et après tu as les mêmes en volume de 6 ans à 12 ans. Ok. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Parce qu'en fait, déjà, j'ai même offert ces livres une fois à Julien. En fait, il n'y a pas que toi qui vis ce que tu vis. Ouais. Nous, on a 3 enfants qui sont très différents. Pourquoi il y en a un qui ne veut pas manger le matin? Oui. Pourquoi il y en a un qui fait pipi au lit? Pourquoi il y en a un qui fait des colères? Pourquoi il y en a un qui veut pas se laver les dents, qui veut pas se coiffer? Enfin, et c'est des trucs tout bêtes, sur des petits gestes du quotidien où nous, on avait envie de lire pour voir en fait si ça arrivait pas qu'à nous, pour avoir un peu des conseils. Et puis voilà, c'est quand même agréable en fait d'être un peu aidé. C'est des pistes en fait. Arrête, tu fais ce que tu veux, mais c'est des pistes avec des exemples concrets. Après, moi, je recommande Françoise Dolto, mais encore et toujours. Ouais, parce qu'il y a vraiment un bouquin qui retranscrit des cas concrets quand elle était sur Europe 1 il y a 20 ou 30 ans. Mais c'est le livre que je conseille, moi. C'est vraiment des cas qu'elle a reçus. C'est des cas très poussés en psychologie, mais c'est génial, en fait. Enfin, je crois que je l'ai lu. Comment il s'appelle Écoute, j'ai plus le nom en tête. Je le retrouve pour toi. Je cherche. Mais voilà, c'est le seul bouquin qui retranscrit les cas concrets de quand elle était à la radio. Et en fait, c'est très facile, parce que le cas est décrit, et après, le cas est expliqué. Et c'est hyper facile à lire. Donc, tu peux lire 1 ou 2 cas, après, t'en lis d'autres. Voilà, sur des enfants, des fratries... Ça, moi, j'ai beaucoup aimé, même si c'est pas forcément des problématiques auxquelles j'ai fait face et je ferai face. J'ai trouvé ça très agréable. D'accord. Donc voilà, après Elisabeth Pernou, enfin voilà, les trucs classiques, mais que moi j'ai beaucoup aimé, de pédopsychiatre. Sur les trucs plus légers, j'ai acheté, quand j'étais enceinte de Baptiste, un espèce d'agenda qui te montre quelle taille fait l'embryon. J'ai adoré, semaine par semaine. Aujourd'hui, votre embryon ressemble à un pépin de raisin, tu vois, jusqu'au pamplemousse et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé pour me projeter, donc ça, c'était cool. Avec un petit peu les symptômes de la grossesse, étape par étape. Ça, voilà, j'ai adoré. En plus, je crois que c'est dessiné par Soledad, et commenté par Sophie Fontanelle, donc c'est très, très rigolo. Dans un truc plus léger, c'était sur ma table de nuit. Après, le livre qu'il faut absolument que les gens achètent et offrent, c'est un truc qui coûte 5 €, c'est le livre des bruits, dessiné par Soledad Bravi aussi. Et ça, c'est vraiment le livre qui a accompagné mes 3 enfants. C'est pour les enfants. C'est pour les enfants. C'est le livre que je leur ai lu tous les soirs. Tous les soirs jusqu'à ce qu'ils le jettent et qu'ils en aient marre, et que j'offre à tout le monde. Donc tout le monde le sait. Ah, c'est bon, Anne va offrir le livre des bruits. Et tu vois, c'est l'âne il fait ian, la police elle fait pimpon, la mouche elle fait tsetse. Enfin, et voilà, c'est hyper cool, c'est hyper rigolo, tu le lis vite. En plus, c'est un peu le rituel. Moi, j'ai vraiment beaucoup de rituels avant le coucher. Et comme ça, je sais que c'est des étapes. Après, ils dorment, quoi. On a vraiment les enfants qui dorment grâce à beaucoup de lecture et tout. Donc voilà. Et puis le bon plan que j'ai absolument écrit et voulu partager avec toi et les auditrices, auditeurs, c'est Pacamôme. Oui. Voilà, donc ça c'est un site internet qui celle qui habite dans le sud. Voilà, qui habite dans toute la région PACA, la région sud maintenant dit. Ça retranscrit tous les bons plans. Culture, sortie, cinéma, sport, art graphique, enfin voilà, de la région. Pour les enfants. Pour les enfants. Donc en fait, tu peux classer par âge d'enfant, tu peux classer par ville, tu peux classer par typologie d'activité. Et c'est hyper cool. Et t'es en galère et dis attends mince, là on n'a rien prévu, c'est le week-end, il pleut, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il te donne vraiment tout ce qui est dans la région. Donc moi, ça m'a sauvé plein de fois. Génial. Tu vois, même tu cherches un stage, ton enfant, il veut faire de la gymnastique rythmique. Tu dis, attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu tapes et tu trouves tous les bons plans de la région par typologie de projet, d'action, d'activité. C'est canon. Bon, super. Pacamôme. Pacamôme, très bien. Sur Internet. Je crois que c'est pacamôme.fr. Je vais chercher, de toute façon je les mettrai carrément. dans la description du podcast. Et puis tu sais, après aussi dans Bon Plan, bouche à oreille en fait. Oui. Tu sais, parfois, franchement, il y a des mamans qui ont
on s'entraide. Enfin, je trouve que faut demander en fait. Faut pas hésiter à demander. Non, c'est sûr. Même un copain d'école, tu vois, d'inscrire deux copains d'école dans un même stage. Même des façons de voir l'éducation. Moi, je demande beaucoup en fait. Ouais, aux autres mamans. Moi aussi. Tu vois, moi, forcément, mais. Non, mais c'est vrai que même avec le podcast, j'ai appris plein de choses, mais c'est vrai. Non, c'est sûr que c'est très riche. L'entraide, Ouais. Super. Écoute, merci beaucoup Anne. Merci Marie. Et puis à très vite. Donc si on veut te retrouver, c'est sur le site, sur Instagram, @blancrème. Oui, Blancrème, exactement comme ça se prononce. Et pareil sur le site internet si vous voulez voir ce que Anne fait. Exactement, Blancrème à Marseille. Oui, c'est .fr. Le site internet c'est .fr et Instagram Blancrème. Ok, super. Merci Anne. À bientôt. Plaisir. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolibump, rendez-vous sur Instagram @Jolibump et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Jolibump et Indie Crew. À très bientôt.